Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments de l'histoire, des sociétés entières semblent sombrer dans l'irrationalité, comme si la raison cédait brutalement la place à la folie collective? Pourquoi des personnes pourtant rationnelles et instruites en viennent-elles soudainement à embrasser des idées absurdes avec un enthousiasme presque fanatique? Ce phénomène n'est pas nouveau. Il intrigue philosophes, historiens et psychologues depuis des siècles et porte un nom bien précis, la psychose collective. Mais comment une civilisation entière peut-elle sombrer dans un délire de masse? Avant d'aller plus loin, réfléchissons à cette observation fascinante du psychologue Gustave Le Bon, un des premiers à étudier la psychologie des foules. Les masses n'ont jamais eu soif de vérité. Elles se détournent des évidences qui leur déplaisent et préfèrent déifier l'erreur si celle-ci les séduit. Celui qui les illusionne devient facilement leur maître, celui qui tente de détruire leurs illusions devient inévitablement leur victime. Ce que Le Bon décrit ici est une caractéristique essentielle des psychoses collectives. Une population sous l'emprise de l'illusion rejette farouchement la réalité et persécute ceux qui osent la lui rappeler. Mais alors, quelles sont les plus grandes menaces pour la civilisation? Vous pourriez penser aux catastrophes naturelles, aux pandémies, aux guerres. Et si je vous disais que, selon Carl Jung, le plus grand danger pour l'humanité réside en elle-même? Le psychologue suisse voyait l'incapacité de l'être humain à gérer les forces inconscientes de son esprit comme la menace la plus sérieuse pour la civilisation. L'homme est le plus grand danger pour lui-même. La célèbre maxime latine Homo homini lupus est l'homme est un loup pour l'homme illustre parfaitement la vision de Jung. Cette nature de loup, cette tendance à l'autodestruction est particulièrement visible dans les périodes sombres de l'histoire, lorsque l'irrationnel devient la norme. Jung appelait cela une épidémie psychique. Dans La vie symbolique, il écrivait: ce ne sont ni la faim, ni les tremblements de terre, ni les microbes, ni le cancer, mais bien l'homme lui-même qui représente le plus grand danger pour l'homme, tout simplement parce qu'il n'existe aucune protection efficace contre les épidémies psychiques, lesquelles sont infiniment plus dévastatrices que les pires catastrophes naturelles. Mais qu'est-ce qu'une psychose collective? En termes simples, c'est une contagion mentale, une forme de folie épidémique, où une société entière perd le contact avec la réalité et sombre dans le délire. Et si vous pensez que cela est rare, détrompez-vous. L'histoire est remplie d'exemples terrifiants. Les chasses aux sorcières qui ont embrasé l'Europe et l'Amérique entre les 15e et 17e siècles, le totalitarisme du XXe siècle, où des millions de personnes ont suivi aveuglément des idéologies destructrices, la montée de sectes, de croyances délirantes et de théories du complot qui continuent de proliférer aujourd'hui. Le point commun de ces événements: des sociétés entières ont perdu leur capacité de discernement et ont sombré dans la peur et l'illusion. Psychose collective, quand la raison cède à la folie. L'histoire regorge d'exemples où la psychose collective a conduit des populations entières à commettre des actes irrationnels et destructeurs, des actions qui, avec le recul, semblent insensées. L'un des épisodes les plus frappants est celui des chasses aux sorcières qui ont embrasé l'Europe et l'Amérique entre les 15e et 17e siècles. Des milliers de femmes furent persécutées et exécutées, non pas pour des crimes réels, mais parce qu'elles étaient devenues les boucs émissaires d'une société en proie à la peur. Dans son livre La déraison de Satan, l'historien Francis Hill révèle que dans certaines régions de Suisse, il ne restait presque plus de femmes vivantes lorsque cette hystérie collective prit fin. Le XXe siècle nous offre un autre exemple glaçant, celui du totalitarisme. Pendant cette période, des nations entières ont embrassé des idéologies radicales
qui, avec le recul, apparaissent comme manifestement délirantes et destructrices. Pourtant, à l'époque, des millions de personnes y adhérèrent sans le moindre doute. Les conséquences d'une psychose collective sont toujours dévastatrices. Carl Jung, qui a longuement étudié ce phénomène, observait que lorsqu'une société succombe à la folie, ses membres subissent une régression morale et spirituelle. Ils deviennent plus émotionnels, irrationnels et irresponsables. Des crimes qu'un individu n'aurait jamais osé commettre seul deviennent soudainement acceptables lorsqu'ils sont perpétrés au sein d'un groupe. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que, tout comme un individu en pleine crise psychotique ne reconnaît pas ses propres délires, une société en proie à une psychose collective est incapable de percevoir sa propre folie. Il n'existe aucun point d'observation extérieure permettant aux individus vivant sous cette condition de comprendre l'ampleur du problème. Alors, qu'est-ce qui pousse une société à basculer dans une psychose collective? Les causes psychologiques de la psychose collective. Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre les causes de la psychose individuelle. La folie n'émerge pas du néant. Elle résulte d'une accumulation d'émotions négatives, comme l'anxiété et la peur, qui plongent l'individu dans un état de panique prolongé. Lorsqu'un individu est submergé par l'angoisse, il cherche désespérément un moyen d'apaiser son esprit. Certains affrontent directement la source de leur peur, mais d'autres choisissent une voie plus radicale. Ils s'effondrent dans une psychose comme un moyen d'évasion. Contrairement à l'idée populaire, un effondrement psychotique n'est pas un simple chaos mental. C'est plutôt une réorganisation pathologique de la perception, une tentative de restructurer la réalité de manière à apaiser l'angoisse intérieure. Le psychiatre Silvano Arietti, l'un des plus grands spécialistes de la schizophrénie du XXe siècle, a décrit les étapes psychogénétiques menant à la folie. La première phase est celle du panique intense, où l'individu commence à percevoir le monde de manière altérée. Il devient confus, craintif, et ne parvient plus à expliquer ce qui lui arrive. Cette phase est suivie par ce qu'Arietti appelle l'insight psychotique, au cours duquel la personne crée une interprétation délirante de ses expériences. Ce processus lui permet de donner un sens à ce qu'elle vit. Mais ce sens est fondé sur des illusions et non sur une compréhension rationnelle de la situation. En d'autres termes, les délires psychotiques offrent une échappatoire, mais au prix d'une perte totale de contact avec la réalité. Arietti décrit la psychose comme une tentative mal adaptée de faire face à un état extrême d'anxiété. Si une inondation d'émotions négatives peut provoquer une psychose individuelle, alors une psychose collective peut survenir lorsqu'une population entière est plongée dans un état de panique. Que la menace soit réelle, imaginaire ou fabriquée, l'effet est le même. La population cherche désespérément une solution, et si aucune issue rationnelle ne semble possible, elle peut se réfugier dans une reconstruction délirante de la réalité. L'élément fascinant est que les formes spécifiques de psychose collective varient en fonction du contexte historique et culturel. Le totalitarisme, une forme moderne de psychose collective. Dans les temps modernes, l'une des manifestations les plus menaçantes de la psychose collective est le totalitarisme. L'historien Arthur Vers-Lewis définit le totalitarisme comme un phénomène moderne de pouvoir centralisé absolu, accompagné de la destruction des droits humains individuels. Sous ces régimes, la société est divisée en deux classes distinctes, les dirigeants et les dirigés. Les deux groupes subissent une métamorphose psychologique. Les dirigeants sont élevés au rang de figures quasi divines, malgré leur nature profondément humaine et donc faillible. Les masses, quant à elles, sont réduites à un état psychologique régressif et infantile, dépendantes de ces dirigeants pathologiques pour leur survie.
La philosophe Hannah Arendt, spécialiste du totalitarisme, décrit cela comme une tentative de transformation de la nature humaine elle-même. Mais cette transformation ne crée pas un paradis utopique, comme les propagandistes le prétendent. Au contraire, elle transforme des esprits sains en malades, en conditionnant les individus à adhérer à des illusions et à rejeter toute forme de pensée critique. Le totalitarisme ne peut se maintenir que grâce à un ensemble d'illusions collectives, soigneusement entretenues par un appareil de propagande. Un élément central du succès de ces régimes est le menticide, ou l'assassinat de l'esprit, terme popularisé par le psychiatre Jost Merleau dans son livre Le viol des esprits. Merleau décrit le menticide comme un système organisé de manipulation psychologique visant à détruire la capacité des individus à penser de manière indépendante. Sous un régime totalitaire, la propagande et la peur deviennent les outils principaux de contrôle. Merleau explique que l'effet le plus dangereux du menticide est qu'il installe progressivement une confusion mentale, empêchant les individus de raisonner de manière claire. Plus les gens sont plongés dans l'incertitude, plus ils deviennent dépendants des dirigeants totalitaires, qui prétendent être les seuls capables de leur offrir un semblant de stabilité et de protection. Cette confusion affaiblit l'esprit critique et augmente la soumission, conduisant à un état où les masses acceptent sans résistance les délires imposés par leurs dirigeants. L'histoire a prouvé que cette dynamique est incroyablement efficace. À mesure que le monde moderne devient de plus en plus connecté, instantané et dépendant des technologies, les moyens de manipulation des masses atteignent des niveaux sans précédent. Les réseaux sociaux, les algorithmes et les médias numériques permettent une diffusion massive de la propagande, accélérant la contagion mentale d'une manière autrefois inimaginable. Dans un tel climat, comment peut-on reconnaître et résister à une psychose collective avant qu'il ne soit trop tard? La manipulation psychologique et les techniques de contrôle des masses. Pour qu'une psychose collective prenne racine et se propage, il est nécessaire de plonger la population dans un état de peur et de confusion constant. Une des techniques les plus efficaces pour y parvenir est l'usage du menticide, ou assassinat de l'esprit, tel que décrit par Just Merleau dans Le viol des esprits. Merleau explique que l'objectif premier des régimes totalitaires est de rendre impossible toute pensée indépendante. Pour cela, ils utilisent des méthodes de manipulation psychologique qui exploitent les vulnérabilités cognitives humaines. Le processus commence par l'implantation de la peur, car une population terrorisée devient plus docile et malléable. L'une des stratégies les plus efficaces pour induire cette peur est l'usage des vagues de terreur. Dans ce système, les périodes de crises intenses sont alternées avec des périodes de calme temporaire. Mais chaque moment de répit est suivi d'une nouvelle vague de peur encore plus intense que la précédente. Merleau explique que chaque nouvelle vague de terreur agit plus efficacement que la précédente, car la population reste mentalement affaiblie par les traumatismes passés. À mesure que ces cycles se répètent, le seuil de tolérance au totalitarisme diminue, et l'esprit critique devient de plus en plus difficile à exercer. Parallèlement, la propagande joue un rôle central dans la destruction de la pensée autonome. Le but de la propagande n'est pas seulement de convaincre, mais de plonger la population dans un état de confusion permanente. L'historien et philosophe Jacques Ellul, dans Propagande, explique que la meilleure propagande ne consiste pas à fournir une seule version des faits, mais à noyer la population sous un flot incessant d'informations contradictoires. Lorsque les citoyens sont exposés à des versions multiples, incohérentes et changeantes des mêmes événements, ils finissent par abandonner toute tentative de comprendre la vérité et préfèrent se soumettre passivement aux autorités, qui se présentent comme les seuls capables de leur donner des réponses claires.
Mirlou note également un autre point fondamental. La logique peut être contrée par une autre logique, mais l'illogisme est une arme puissante, car il désoriente ceux qui essaient de penser rationnellement. Lorsque les citoyens sont piégés dans un tourbillon d'informations illogiques, ils deviennent incapables d'établir des faits objectifs et finissent par se reposer entièrement sur les dirigeants pour leur dicter quoi croire. Ainsi, plus la population est plongée dans la confusion, plus elle devient dépendante du pouvoir. La grande force des régimes totalitaires est leur capacité à submerger la population sous une avalanche de récits incohérents, jusqu'à ce qu'elle perde la volonté même d'essayer de distinguer le vrai du faux. Les techniques de contrôle mental exploitent également la force émotionnelle de la répétition. Comme l'a observé Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, une grande partie des gens est plus facilement victime d'un gros mensonge que d'un petit, car l'émotion l'emporte sur la logique. Ainsi, les slogans simplistes et les répétitions incessantes deviennent des outils extrêmement efficaces pour sculpter la perception collective et éliminer tout esprit critique. Dans une société soumise à ces manipulations, la résistance devient de plus en plus difficile, car ceux qui osent remettre en question le discours officiel ne sont plus perçus comme des penseurs indépendants, mais comme des dangers publics. La confusion organisée et la manipulation de la peur ne sont cependant pas les seuls outils du totalitarisme. Un autre élément crucial est l'isolement social. L'isolement social, un outil clé pour maintenir la psychose collective. Hannah Arendt et Just Merleau ont tous deux identifié l'isolement des individus comme un facteur central du succès des régimes totalitaires. Arendt explique que l'un des moyens les plus efficaces d'affaiblir une population est de la priver de ses interactions normales avec ses amis, sa famille et ses collègues. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Tout d'abord, l'isolement empêche la confrontation d'idées. Dans une société où les gens peuvent échanger librement, il y aura toujours des individus qui voient à travers la propagande et qui peuvent aider les autres à ouvrir les yeux. Mais si ces interactions sont interrompues, la résistance intellectuelle devient impossible. Mirlo compare cette méthode à la domestication des animaux. Il explique que, selon les recherches du physiologiste Ivan Pavlov sur le conditionnement, un individu peut être reprogrammé plus facilement lorsqu'il est isolé dans un environnement contrôlé, où ses repères normaux sont détruits. Les régimes totalitaires ont appliqué cette méthode avec une grande efficacité. En maintenant les individus seuls, séparés et constamment bombardés de propagande, ils les empêchent d'accéder aux perspectives alternatives qui pourraient briser le cycle de la psychose collective. Ainsi, plus une population est isolée, plus elle devient vulnérable à la manipulation mentale. Mirlo résume cela de façon frappante. Un individu isolé et conditionné est plus facile à plier à une nouvelle idéologie que s'il est exposé aux influences correctives du monde extérieur. Une fois qu'une société est plongée dans la confusion, la peur et l'isolement, elle devient parfaitement disposée à accepter une solution totalitaire. À ce stade, les dirigeants proposent une sortie du chaos, mais à un prix élevé, l'abandon total des libertés individuelles. Les masses doivent renoncer à leur capacité de penser par elles-mêmes et devenir de simples sujets obéissants. Elles doivent se fondre dans le collectif, sacrifiant leur identité au nom d'un ordre nécessaire. C'est à ce moment-là que la psychose collective atteint son apogée. Merleau décrit cette descente dans La soumission totale. Dans un système totalitaire, la raison et la décence disparaissent progressivement. La société devient un théâtre de terreur omniprésente, où l'ennemi imaginaire est constamment réinventé pour maintenir la population en état de vigilance. Ce cycle ne mène pas à la prospérité, mais à la stagnation, la destruction et la mort.
L'histoire a prouvé à plusieurs reprises que les régimes totalitaires finissent toujours par s'effondrer sous leur propre poids, mais pas avant d'avoir causé des souffrances inimaginables. La question essentielle est donc la suivante. Comment peut-on empêcher l'ascension de la psychose collective et restaurer la raison avant qu'il ne soit trop tard? Comment rompre le cycle de la psychose collective et restaurer la raison? Si l'histoire nous a montré comment les sociétés sombrent dans la psychose collective, elle nous offre aussi des enseignements sur comment y résister et restaurer la liberté. Briser une psychose de masse n'est jamais facile, car ceux qui la subissent ne réalisent généralement pas leur propre état. Toutefois, certaines stratégies ont prouvé leur efficacité pour éveiller les consciences et affaiblir les régimes totalitaires. Premier, répandre l'information véritable pour briser la propagande. Le premier pas vers la guérison d'une société sous emprise totalitaire est de saper la propagande en diffusant la vérité. Les régimes totalitaires ne peuvent exister sans contrôle de l'information. Ils cherchent à monopoliser la réalité et toute remise en question de leur discours constitue une menace existentielle pour eux. C'est pourquoi ils pratiquent la censure, suppriment toute forme de contestation et qualifient d'extrémistes ou de conspirationnistes ceux qui osent poser des questions. Diffuser des faits concrets, fournir des contre-récits argumentés et s'assurer que les vérités censurées continuent de circuler est un acte de résistance majeur. La vérité n'a pas besoin d'être imposée comme le fait la propagande. Elle se propage naturellement lorsque les individus ont accès aux informations nécessaires pour penser par eux-mêmes. Toute personne capable de raisonner librement devient un point de résistance contre la psychose collective. 2. Utiliser l'humour et le ridicule pour déstabiliser les tyrans. L'histoire montre que les dictateurs et les régimes totalitaires détestent l'humour. Pourquoi? Parce que le ridicule est une arme redoutable contre le pouvoir absolu. Juste Mirlo expliquait que le dictateur est incapable d'humour car il repose sur une illusion de grandeur. Si vous le tournez en dérision, il s'effondre. C'est pourquoi les caricatures, la satire et la moquerie publique ont toujours été des outils puissants de résistance contre l'autoritarisme. Les régimes totalitaires veulent être craints et respectés. Lorsqu'ils deviennent l'objet du rire et du mépris populaire, leur aura de puissance s'effrite. L'écrivain et dissident politique Václav Havel, qui a résisté au régime communiste en Tchécoslovaquie avant d'en devenir le président, insistait sur l'importance de créer des espaces alternatifs de liberté culturelle et intellectuelle où les dogmes totalitaires n'ont aucune prise, ce qu'il appelait les structures parallèles. Troisième, construire des structures parallèles, une alternative au système totalitaire. Une structure parallèle est une organisation, une communauté, une institution ou une initiative privée qui fonctionne indépendamment du système oppressif. L'idée est simple. Plutôt que d'essayer de réformer un système totalitaire de l'intérieur, ce qui est souvent impossible, il est plus efficace de construire une société alternative à côté de celle qui est corrompue. Ces structures parallèles peuvent prendre différentes formes. Médias indépendants qui diffusent des informations non censurées. Écoles et cercles éducatifs libres où la pensée critique est encouragée. Systèmes économiques décentralisés pour réduire la dépendance aux institutions contrôlées. Communautés locales solidaires qui favorisent l'entraide et l'autonomie. Havel expliquait que lorsque ces structures se multiplient, elles finissent par former une société parallèle, où les individus peuvent vivre en dehors du système oppressif. Dans son ouvrage « Le pouvoir des sans-pouvoirs », il écrivait
Qu'est-ce qu'une structure parallèle, sinon un espace où une autre vie peut être vécue, en accord avec des valeurs authentiques et non imposées? En créant des systèmes autonomes, on limite l'emprise du totalitarisme sur nos vies. Quatrième, restaurer les liens sociaux pour briser l'isolement. Les régimes totalitaires prosèrent en divisant les gens, en instaurant la peur de l'autre et en isolant les individus les uns des autres. Ils favorisent la dénonciation, la méfiance et la fragmentation sociale, car une population unie et solidaire est bien plus difficile à manipuler. Résister passe donc par le renforcement des liens sociaux et des communautés locales. Discuter, débattre, échanger, recréer des espaces de rencontre sans interférence de l'État ou des grandes institutions est fondamental. La solidarité est un rempart contre la manipulation mentale. Plus une société est connectée humainement, plus elle devient résistante à la propagande. Cinquième, défendre la liberté d'expression à tout prix. L'un des premiers signes d'une dérive totalitaire est l'attaque contre la liberté d'expression. Censurer, intimider, persécuter ceux qui expriment une opinion différente est un indicateur clair de psychose collective. Il est donc essentiel de défendre activement le droit d'exprimer des idées divergentes, même celles avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. L'écrivain britannique George Orwell a prévenu dans 1984 « Le véritable crime dans un État totalitaire, c'est de penser par soi-même. » S'opposer aux interdictions de parole, protéger les journalistes indépendants, soutenir les créateurs de contenus libres et encourager un débat intellectuel ouvert et non censuré est essentiel pour préserver la raison. Une société où la parole est libre est moins vulnérable à la psychose collective. 6. Cultiver l'autonomie pour réduire la dépendance au système. Les régimes autoritaires exploitent la dépendance des citoyens pour les garder sous contrôle. Plus un individu dépend du gouvernement pour sa nourriture, son emploi, sa sécurité ou sa santé, moins il est enclin à se rebeller. L'autonomie personnelle est donc une forme de résistance. Cela passe par l'indépendance économique, réduire la dépendance aux aides de l'État, l'autosuffisance alimentaire, cultiver ses propres ressources, le savoir et la formation, acquérir des compétences pour ne pas être prisonnier d'un seul système. Un peuple autonome et éduqué est très difficile à contrôler. 7. Développer un esprit critique et renforcer sa résilience mentale. Enfin, la bataille contre la psychose collective est avant tout une lutte intérieure. Les systèmes totalitaires se nourrissent de la peur et de la confusion. La meilleure défense est donc de fortifier son propre esprit, d'apprendre à analyser les discours et repérer la propagande. Rester maître de ses émotions et ne pas céder à la panique. Poser des questions, exiger des preuves, croiser les sources. L'éducation et le développement de la pensée critique sont les armes les plus puissantes contre le totalitarisme. Carl Jung affirmait que la première étape pour briser une psychose collective était de refuser de s'identifier aveuglément à la mentalité de masse. Il écrivait « Celui qui parvient à se libérer du groupe et à penser par lui-même devient un phare dans l'obscurité, une source d'espoir pour les autres. C'est en inspirant les autres, par l'exemple, que la guérison d'une société devient possible. » Conclusion, la résistance à la psychose collective et la préservation de la liberté. L'histoire a prouvé que les sociétés ne sont jamais à l'abri des psychoses collectives. Elles surgissent dans les périodes de crise lorsqu'une peur diffuse s'empare des esprits, rendant la population vulnérable à la manipulation et au contrôle. Carl Jung nous rappelle que le plus grand danger pour l'humanité n'est ni la guerre ni les catastrophes naturelles, mais la capacité de l'homme à sombrer dans l'irrationnel en masse.
Une société en psychose ne se rend pas compte de sa propre folie. Elle rejette ceux qui tentent de la réveiller et persécute ceux qui osent remettre en question ses illusions. Nous avons vu comment les régimes totalitaires exploitent la peur, la confusion, la propagande et l'isolement social pour plonger les masses dans une soumission psychologique totale. Nous avons également vu que la résistance n'est pas seulement politique ou physique, elle est avant tout mentale. La bataille contre le totalitarisme commence dans l'esprit de chaque individu. La question que chacun doit se poser est la suivante. Sommes-nous prêts à défendre la liberté, même lorsque cela implique d'être rejetés, ridiculisés ou combattus par ceux qui ont déjà succombé à la psychose collective? Il existe des moyens concrets pour briser ce cycle et restaurer la raison, diffuser la vérité et contrer la propagande, utiliser l'humour et le ridicule pour affaiblir l'autorité des tyrans, créer des structures parallèles où la pensée libre peut s'épanouir, renforcer les liens sociaux et briser l'isolement imposé, défendre la liberté d'expression et protéger les idées divergentes, cultiver l'autonomie pour réduire la dépendance au système, développer un esprit critique et refuser la manipulation émotionnelle. Comme l'a écrit Václav Havel, qui a contribué à la chute du totalitarisme communiste, le pouvoir des sans-pouvoirs repose sur leur capacité à créer une réalité parallèle où la vérité peut survivre à la tyrannie du mensonge. Il ne suffit pas d'attendre passivement que la psychose collective se dissipe. L'histoire a prouvé que les régimes oppressifs ne tombent pas d'eux-mêmes. Ils sont renversés par ceux qui osent penser différemment, parler haut et fort et montrer un chemin alternatif. La résistance n'est pas une action spectaculaire menée par quelques héros isolés. C'est un effort quotidien, un engagement constant pour préserver la vérité et l'humanité. Comme l'a dit Albert Camus, la seule façon de faire face à un monde non libre est de devenir si libre que notre existence même est un acte de rébellion. Nous avons tous un choix à faire, succomber à la psychose du totalitarisme ou défendre la liberté et la dignité humaine. La liberté n'est jamais acquise définitivement. Elle doit être protégée, cultivée et défendue, génération après génération. Et ce combat commence en nous-mêmes,